Donc, ça me fait plaisir ce matin de pouvoir être ici pour vous parler de la remédiation cognitive et de l'efficacité auprès des jeunes, donc qui constitue vraiment une population qui m'intéresse beaucoup, les adolescents, les jeunes adultes aux prises avec des troubles mentaux. Donc, oui, par mon accent, c'est assez facile de voir que je suis canadienne, québécoise, professeure à l'Université Laval, à Québec, en psychologie, neuropsychologie particulièrement, et enseignante-chercheur invitée actuellement à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, donc au centre référent, donc avec toute l'équipe du professeur Franck, dont plusieurs membres sont ici aujourd'hui. Donc, je suis très bien accueillie en France jusqu'à maintenant et je passe un très beau séjour. Donc, Nicolas, c'était pas prévu que je dise ça, mais c'est vraiment très ressenti. Donc, juste arranger ça comme ça, parce que je bouge un peu, hein, en bonne québécois, je suis un peu dynamique. Donc, l'adolescence, c'est le début de l'âge adulte. Donc, c'est des périodes de développement avec plusieurs changements, on le sait, mais que ce soit vraiment sur plusieurs sphères. Au niveau des études, le travail, sexualité, autonomie, les jeunes sont confrontés à plusieurs défis, particulièrement des défis aussi au niveau de la transition à la vie adulte. Donc, le passage, et parfois nos soins ne sont pas toujours adaptés, en tout cas particulièrement au Québec. Les troubles de santé mentale à l'adolescence, il y a plusieurs troubles qui se manifestent tôt dans le développement. Plusieurs troubles, par exemple, les troubles anxieux autour de 11 ans peuvent se développer. Environ 50% des troubles vont débuter vers le milieu de l'adolescence et vont persister à travers le développement. Près de 75% se développeraient même jusqu'à la mi-vingtaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles ont tendance à se chroniciser si on n'intervient pas tôt, et que les troubles de santé mentale vont persister particulièrement dans le temps, compte tenu aussi de la prévalence qui est importante. L'adolescence, c'est une période critique, on le sait. Donc, c'est particulièrement parce que plusieurs troubles se développent durant cette période-là. Donc, c'est une période propice, malheureusement, au développement de troubles mentaux. C'est associé également à la maturation de plusieurs structures cérébrales au niveau limbique, région préfrontale, qui sont associées à du fonctionnement, développement de fonctionnement cognitif de haut niveau également, par exemple les fonctions exécutives. Et tout le phénomène de la plasticité cérébrale est très présent, donc des mécanismes importants au niveau des apprentissages. Et donc, ça montre toute l'importance d'intervenir tôt. Donc, particulièrement à l'adolescence, c'est une période clé, comme on l'a dit. Mais si on n'intervient pas, les déficits cognitifs, par exemple, qui peuvent se présenter, peuvent avoir des altérations et des manifestations donc importantes sur le fonctionnement au quotidien. Donc, ils peuvent amener une gêne de fonctionnement à l'école, au travail. Donc, compte tenu que ce sont des périodes critiques dans le développement, il faut intervenir tôt pour ces jeunes-là. Donc, parmi les conséquences qui sont associées aux troubles de santé mentale, bien, on a, oui, des symptômes cliniques, parfois qui sont flamboyants. Par exemple, on pense aux symptômes un peu plus positifs, donc dans les troubles psychotiques qu'on peut observer. Il y a toute l'atteinte de la sphère académique et professionnelle, hein, des difficultés de concentration, de planification, alors que les fonctionnements exécutifs sont en plein développement. Ça amène également des difficultés fonctionnelles au niveau des relations sociales, et également des difficultés neuropsychologiques, donc qui sont associées à la présence de troubles mentaux. Et parfois, comme elles sont, je dirais, peut-être moins flamboyantes, on peut porter moins attention chez les adolescents à toute l'importance des difficultés neuropsychologiques. Mais elles sont vraiment bien présentes. Lorsque je dis qu'elles sont moins flamboyantes, c'est que, par exemple, un intervenant qui travaille en jeunesse, un jeune, un adolescent qui arrive en retard à ses rendez-vous, bien, parfois, comme première hypothèse, on peut se dire, il veut me confronter, ou peut-être que dans le fond, il veut pas être présent aujourd'hui à la rencontre. Mais c'est possible aussi, comme hypothèse alternative, qu'il y ait des problèmes de planification, d'organisation, difficulté à se souvenir de ses rendez-vous, qui expliquent justement des retards qui sont souvent observés. Donc, concrètement, on l'observe cliniquement et la littérature appuie également ce genre de difficultés. Donc, les atteintes neuropsychologiques, elles sont communes dans les troubles de santé mentale, donc parfois un peu moins connues. Et dans mon laboratoire, on a réalisé une revue systématique de méta-analyse. On était vraiment très motivés. Donc, c'est mon étudiante Caroline Isrichard, c'est une revue systématique qui vient d'être acceptée pour publication. En gros, ce qu'on a fait, c'était de montrer les déficits cognitifs qu'on observe à travers le temps, donc de l'enfance à l'âge adulte, et à travers différentes psychopathologies, donc ayant une approche beaucoup plus transdiagnostique afin de voir s'il y a des déficits cognitifs qu'on retrouve dans différentes pathologies à travers le temps.
Et ce qu'on observe, particulièrement dans notre revue systématique de méta-analyse, c'est que lorsqu'on compare différentes populations cliniques, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, ce qu'on observe, c'est que la schizophrénie, les troubles psychotiques particulièrement, donc, à travers le temps, que ce soit de l'enfance à l'âge adulte, ce sont la population à laquelle on observe le plus de déficits cognitifs. Ils sont très présents, avec des tailles d'effets qui sont sévères. Et donc, ce n'est pas un épiphénomène, les déficits neuropsychologiques, ce n'est pas tributaire de symptômes cliniques ou autres, ou effets de la médication. C'est vraiment des symptômes qui sont au cœur de la maladie et présents très tôt. Donc toute l'importance de s'y attarder. Et donc, voilà, puis ce qu'on observait, on a fait des continuums de sévérité dans notre article. Et vraiment, schizophrénie, ce qui arrive en deuxième, peu importe l'âge, comme je vous dis, donc c'est troubles bipolaires avec des tailles d'effets qui sont considérées modérées. Ensuite, dépression et troubles anxieux. Et donc, oui, elles sont présentes. On observe, comme je vous disais, des tailles d'effets qui sont importantes, qui sont sévères. Vraiment, puis ce n'est pas des études qui étaient longitudinales, c'est tout du transversal, mais qu'on est capable de faire une ligne du temps. Donc, elles sont présentes, mais non seulement elles sont présentes, mais elles sont associées aussi à des répercussions fonctionnelles. Donc, dans les troubles psychotiques, parmi tous les facteurs qui prédisent le retour à l'école et au travail, la cognition est d'un des plus importants. Nuchterlein avait publié une étude en 2011 dans laquelle, parmi plusieurs prédicteurs de retour au travail aux études, la cognition apparaissait dans les plus importants avec 52 % de la variance qui est expliquée pour le retour au travail ou à l'école. Donc, très important. Je suis en train de vous convaincre, je sais que je n'ai pas besoin, mais toute l'importance d'intervenir sur la cognition, puis particulièrement chez les jeunes. Dans le trouble bipolaire, il y a un lien entre le fonctionnement cognitif et le fonctionnement académique qui est indépendant de l'état affectif. Donc, ce n'est pas seulement lorsque les symptômes sont présents, mais c'est vraiment, comme je disais, ce n'est pas un épiphénomène, c'est clairement dans la pathologie. Les fonctions exécutives et la mémoire jouent un rôle particulièrement important dans le rendement à l'école, au travail, donc toute l'importance d'intervenir. Puis les personnes qui présentent des atteintes neuropsychologiques ont un plus grand nombre d'absences au travail, difficulté de trouver un travail. Il y a également toutes des répercussions au niveau social qui sont observées, des liens avec le fonctionnement cognitif, le fonctionnement social sont observés chez les personnes à troubles bipolaires, troubles psychotiques également. Donc, que doit-on en conclure concrètement? Bien, premièrement, le premier message que je souhaite laisser par rapport aux jeunes, c'est que les atteintes neuropsychologiques doivent être considérées et assez tôt dans le développement, on doit intervenir. Elles sont présentes dans les problématiques en santé mentale, des troubles psychotiques, dans ce qu'on a évalué dans notre revue systématique de méta-analyse, troubles anxieux, troubles bipolaires, dépression, et particulièrement dans les troubles psychotiques très importants, très tôt. Et elles peuvent nuire au fonctionnement social, au fonctionnement socio-professionnel, et nécessairement, lorsqu'on a un projet de vie, lorsque les patients qu'on voit souhaitent retourner au travail, à l'école, c'est difficile, les problèmes de concentration, et ça peut nuire effectivement au rétablissement. Et donc, le rétablissement, mais qui de mieux pour nous parler du rétablissement qu'une personne qui souffre de troubles mentaux? Et ici, j'imagine que je n'ai même pas besoin de l'introduire. On a Luc Vigneault qui est à ma gauche sur la photo. C'est mon équipe à Québec, donc qui s'intéresse aux troubles psychotiques parce que je travaille dans une clinique, premier épisode à Québec, comme chercheur. Donc, Luc Vigneault qui nous parle de toute l'importance de l'espoir qui doit renaître, que ce soit dans les yeux des intervenants, mais pour la personne elle-même aussi. Et cet espoir-là renaît lorsqu'on a un projet de vie. Lorsqu'on a le goût de se lever le matin, lorsqu'on a le goût d'aller travailler, lorsqu'on a le goût d'aller à l'école. Et c'est ce qu'on doit faire comme intervenant pour essayer d'encourager, d'engager les jeunes dans tout leur projet de vie. Et c'est surtout l'école, le travail. Et donc, voilà, le rétablissement, c'est un cheminement quand même qui est personnel. Puis c'est d'aller au-delà de la maladie, puis de se redéfinir, malgré les limites, d'avoir une vie satisfaisante. D'avoir une vie satisfaisante lorsqu'on questionne les gens aussi qui ont un trouble mental, avoir une vie satisfaisante et veulent la même chose que nous, que vous et moi. Travailler, avoir des amis, avoir un logement. Donc vraiment, c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué d'y arriver, mais heureusement, on a des soins, puis on veut intervenir de façon précoce pour les aider. Et donc, dans les dimensions du rétablissement, ici, c'est une diapo du professeur Franck que j'aime beaucoup. Donc oui, il y a le rétablissement personnel, d'avoir un projet de vie, d'aller au-delà des symptômes de la maladie, mais il y a également différents aspects, différentes dimensions qui doivent être considérées. Donc, le rétablissement social, donc le retour au travail, à l'école, comme je disais, très important aux yeux des personnes.
et le rétablissement fonctionnel, donc au niveau du fonctionnement plus au quotidien. Et ce qu'on sait, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les déficits neuropsychologiques présents dès le départ, sur lesquels on doit intervenir, mais sont des freins au rétablissement social et fonctionnel. Et également, donc, on veut intervenir, on a des personnes qui veulent se rétablir, qui veulent avoir un projet de vie, qui veulent avoir l'espoir. Et donc, ces personnes traversent différents stades dans le rétablissement, moratoire, conscience, préparation, reconstruction. Et ce qu'on observe, c'est que ça a été proposé dans un chapitre de livre rédigé par le professeur Franck, entre autres, dans le traité de réhabilitation psychosociale, c'est que la remédiation cognitive, elle est importante. On parlait de l'espoir, je vous parlais que Luc Vigneault nous parle de l'importance de l'espoir. Une fois qu'on a retrouvé un peu l'espoir, l'idée de pouvoir agir sur les forces, nos difficultés, d'avoir un projet de vie, et la remédiation cognitive est pertinente à ce niveau-là. Donc, la remédiation cognitive, je vais faire... C'est pédagogique, je dois en parler rapidement, mais je sais que tout le monde ici connaît très bien les principes. J'aime bien la définition du CREW, donc de l'entraînement comportemental qui est basé sur l'intervention qui a pour objectif d'améliorer les processus cognitifs. À la base, c'est ce qu'on souhaite améliorer, l'attention, mémoire, fonction exécutive, cognition sociale, métacognition. On vise la durabilité. On souhaite que les effets persistent à travers le temps, mais on souhaite également une généralisation au quotidien, via le transfert des acquis, développement de stratégies, c'est ce que les méta-analyses nous montrent. C'est basé, oui, il y a beaucoup de données de recherche, plusieurs évidences de son efficacité, plusieurs méta-analyses qui ont été publiées avec des adultes, particulièrement, qui souffrent de troubles psychiatriques diversifiés, troubles psychotiques, dépression, par exemple. C'est délivré par le biais d'un professionnel, neuropsychologue, autres professionnels. Nous, au Québec, on est très admiratifs de ce que vous avez développé en France, tout le réseau d'intervention en remédiation cognitive, toute la formation que vous offrez. Donc, c'est un peu le but de ma visite ici, c'est de m'inspirer de votre travail pour essayer que nos patients au Québec puissent également plus en bénéficier, parce qu'il y en a beaucoup moins qui sont offertes aux patients. Donc, elle doit être personnalisée, mais Dalia avait publié un article en montrant toute l'importance de personnaliser, par exemple, au niveau des symptômes, au niveau neuropsychologique aussi. Donc, d'intervenir sur des patients qui ont des déficits neuropsychologiques, sur lesquels c'est important d'intervenir, mais ça fait beaucoup de sens cliniquement, mais aussi au niveau empirique. Elle doit donc être personnalisée et l'entraînement de stratégies par le biais d'un professionnel. Donc, on sait que, par exemple, dans la méta-analyse de WAG sur laquelle j'avais travaillé, qui était publiée en 2011, les approches stratégiques ont des impacts beaucoup plus grands sur le fonctionnement social. Donc, toute l'importance que la personne développe les stratégies, mais soit capable de les appliquer dans le quotidien pour que les transferts perdurent. Et donc, plusieurs études, plusieurs méta-analyses ont été publiées chez les adultes. Donc, on observe plusieurs bénéfices et la durabilité des effets. Mais vraiment, chez les adolescents, aucune méta-analyse a été publiée jusqu'à maintenant. Et c'est le but du travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Mon équipe à Québec, on a réalisé une méta-analyse évaluant l'efficacité de la remédiation cognitive chez les adolescents particulièrement. Donc, on s'intéresse aux adolescents, donc 12 à 17 ans. On a fait une recherche dans les écrits scientifiques pour regarder les études randomisées contrôlées, des études publiées en anglais-français, avec des groupes de comparaison, évaluation pré-post pour voir les bénéfices. Et donc ici, selon les critères Prisma, on a réalisé la méta-analyse. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être petit. Bon, c'est peut-être moi qui ai rendu presbyte avec ma diapo qui est là. Donc, au final, on est parti de 2941 articles et on en arrive avec toutes les exclusions, à 8 articles qui sont inclus dans notre synthèse qualitative. Synthèse qualitative parce qu'il n'y avait pas nécessairement de possibilité de calculer une taille d'effet. Et donc, pour la méta-analyse de façon plus spécifique, 6 études qui ont été publiées. La recherche a été effectuée en 2017. On est sur le point, on va voir peut-être probablement la remettre à jour, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles études qui ont été publiées. Donc, c'est un manuscrit qui est en préparation, qui sera soumis normalement sous peu. Donc,
dans les résultats préliminaires, 6 études, comme je dis, c'est pas beaucoup. Hein, vraiment, dans la méta-analyse de WACS qu'on a publiée en 91, on a une quarantaine d'études. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans les premiers balbutiements, donc, pour évaluer les effets, l'efficacité avec les études randomisées contrôlées. Donc, 6 études, 190 adolescents qui ont entre 12 et 16 ans, 17 ans, on va dire. Différentes problématiques, on a décidé d'avoir une approche transdiagnostique dans notre méta-analyse, donc en incluant plusieurs troubles psychiatriques, donc pour voir de façon générale les effets, donc TDAH, troubles psychotiques ou à haut risque, troubles de l'humeur, troubles d'opposition, troubles des conduites. Donc, ce sont des troubles pour lesquels la littérature montre habituellement les déficits cognitifs. Donc ici, on a un résumé des études qui ont été incluses dans la méta-analyse. Et donc, on voit les groupes, hein, vous allez constater par vous-même aussi, les N, les tailles d'échantillons sont quand même petites. Donc, il y a certaines... c'est sûr que ça va influencer un peu parfois la qualité méthodologique des études. Je vais y revenir juste après. L'âge moyen, donc... vous le voyez ici, 15 ans, 16 ans, donc voilà. Et les problématiques, bien, comme je le disais, c'est sûr qu'on le voit. Hein? En même temps, je vous disais tout à l'heure que c'est les personnes qui ont un trouble psychotique présentent assez tôt dans le développement des déficits cognitifs qui sont d'une importance qui est importante, donc une taille d'effet qui est forte. Et ici, on voit de l'autre côté qu'il y a un effort dans la littérature, chez les scientifiques, pour tester l'effet de la remédiation chez cette population-là. Donc, on voit une certaine cohérence aussi. Donc, troubles psychotiques, TDAH, schizophrénie. Steger, dans leur étude, avait plusieurs jeunes avec plusieurs troubles de stress post-traumatique. Et comme dans notre méta-analyse qu'on avait publiée en 2011 avec Tillwikes, on avait regardé la qualité méthodologique des études pour voir, dans le fond, on se situe où là, par rapport aux autres études réalisées dans d'autres domaines, par exemple. Donc, on a utilisé l'outil clinique que vous connaissez peut-être, le Clinical Trial Assessment Measure, le CTAM. Concrètement, 2 évaluateurs prennent chacune des études et scrutent vraiment à la loupe, je dirais, différentes facettes. Par exemple, la méthode de recrutement, la taille de l'échantillon, la façon de l'aléatorisation dans les différents groupes, la standardisation des outils d'évaluation. Bref, plusieurs aspects qui sont considérés, les aspects statistiques aussi. Et il y a des points qui sont attribués pour chacun de ces aspects-là. Et donc, on évalue de façon séparée chacune des études et on valide par la suite nos cotations avec les auteurs. Parce que parfois, évidemment, certaines informations pourraient être manquantes et on ne veut pas pénaliser une étude au niveau méthodologique juste parce que parfois, il y a des contraintes d'espace dans des articles. Donc, un score qui est obtenu entre 0 et 100. De façon générale, je dirais, il y a certains critères qui sont non remplis par plusieurs études. Je le mentionnais tout à l'heure, la taille de l'échantillon est plus petite. L'évaluation de la fidélité au protocole, c'est moins fait dans les études, moins présent. Par contre, des critères qui sont satisfaits, outils d'évaluation qui sont très standardisés, par exemple les tests neuropsychologiques, les différentes échelles qui sont administrées. Fait intéressant aussi, une description intéressante de l'intervention qui est réalisée. Donc, je trouve que ça permet un peu plus de mieux généraliser, de mieux comprendre ce qui a été fait. Donc, ça, c'est intéressant. Par rapport aux résultats pour le CTAM, pour vous donner une idée, si je me souviens bien, c'est autour de 60 sur 100 qu'on a obtenu pour les études ici. Mais si on veut un comparatif, je vous dirais que ça se situe dans la moyenne. Les études qui ont évalué donc les méta-analyses qui ont utilisé le CTAM, par exemple, Tillwikes avait publié une méta-analyse sur la thérapie cognitive comportementale. On avait un CTAM de 58 pour la remédiation cognitive aussi. Donc, vraiment, c'est dans les standards. On a une bonne qualité quand même. Donc, les résultats préliminaires, il y a un effet sur la cognition qui est observé avec un G, donc une taille d'effet qui est considérée faible, mais quand même un G de 0,30 qui est significatif. Donc, c'est les résultats principaux. On a calculé un effet sur la cognition, un effet qui est global, parce qu'évidemment, à 6 études, avec les domaines cognitifs différents qui ont été évalués, ce n'est pas possible de calculer une taille d'effet par domaine. Et concernant les tailles d'effet selon le score, ici, on n'a pas pu réaliser d'analyse statistique comme on a pu le faire dans notre autre méta-analyse, parce qu'en considérant le très
faible nombre d'études qui sont incluses, mais ça donne une idée quand même. Vous le voyez là, quand je parlais du score tout à l'heure, qui se situe en moyenne, lorsqu'on fait la moyenne, c'est à peu près autour de 60, et en fonction de la taille des faits. Donc, voilà. Que peut-on en conclure? Dans le fond, il y a un effet bénéfique sur la cognition chez les adolescents. Parce qu'il faut comprendre que nous, c'est vraiment les 12-17 ans dont je vous parle aujourd'hui. Les jeunes adultes, on les a exclus de la présente méta-analyse. Effet faible, oui, 0,30, moi je dirais quand même intéressant, significatif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les adolescents, pour pouvoir observer un bénéfice au niveau cognitif, il faut quand même avoir une certaine, on va dire, une marge de manœuvre. Je ne sais pas si vous dites ça en France. En tout cas, un certain niveau. Oui, OK, bon, ça me rassure. Un certain niveau pour pouvoir voir une amélioration. Et c'est ce qu'on observe avec les adolescents. Parfois, c'est un peu plus dur. Le niveau cognitif, il y a des déficits qui sont présents, mais c'est pas autant important que lorsqu'on est un peu plus chronique. Donc, mais les effets sont là, et c'est ce que la méta-analyse de Ravel en 2015 avait observé aussi. Des effets un petit peu moins forts chez les premiers épisodes psychotiques particulièrement. Donc, ça, c'est la méta-analyse qui a été publiée en 2015. Ce qu'on observe, c'est des effets un peu plus mitigés sur les symptômes, sur le fonctionnement. Donc, c'est vraiment significatif au niveau de la cognition. J'ai mes hypothèses par rapport à ça. Les programmes qui ont été utilisés dans les études qui ont été incluses dans notre méta-analyse utilisent particulièrement des programmes de type pratique répétée. Si on veut observer des bénéfices un peu plus grands dans le fonctionnement, une meilleure généralisation, un transfert, peut-être qu'on devrait mettre un peu plus de l'avant des approches stratégiques pour essayer d'améliorer le fonctionnement, ou à tout le moins combiner avec des approches un peu plus de pratique répétée. Donc, ça, c'est un des constats. Manque d'études chez les adolescents, quand même, 6 études, il y en a, mais évidemment, il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour évaluer les effets. Compte tenu que c'est une population, comme je vous dis, que je considère hautement vulnérable, vous serez d'accord avec moi, compte tenu de toute l'importance de l'intervention précoce, de toute l'importance des déficits cognitifs sur le fonctionnement au quotidien, sur le fonctionnement au travail, sur les études. Donc, ça apporte vraiment un frein important pour les adolescents. Donc, il y a vraiment, je pense qu'on devrait mettre des efforts pour développer un peu plus de ce côté-là. Parce qu'on sait que ça fonctionne chez les adultes, mais il faudrait encore plus d'études empiriques chez les adolescents. Puis, un autre point que je pense important à mentionner, c'est des facteurs importants à considérer. On travaille avec des adolescents. Il ne faut pas toujours. Il faut faire attention de ne pas seulement appliquer ce qu'on a chez l'adulte puis de dire ça va fonctionner comme ça chez les adolescents. Je pense qu'on se trompe lorsqu'on fait ça. Donc, ça nous prend des traitements personnalisés. Puis, considérer l'engagement aussi. L'engagement, la motivation à la thérapie chez les adolescents. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de tout le champ en psychologie scolaire, qui se sont intéressés à comment les jeunes apprennent en classe, quels sont les facteurs qui les motivent dans les apprentissages. Parce que dans la remédiation cognitive, on s'intéresse à apprendre des stratégies, donc on est dans des façons d'apprendre des nouvelles résolutions de problèmes. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur les théories de l'autodétermination, motivation, pour prévenir l'attrition d'une certaine façon. Et dans le fond, je veux juste peut-être titiller votre curiosité ou amener votre intérêt vers donc l'importance de l'engagement. Donc, par rapport à tout ce qu'on connaît en théorie de l'autodétermination et de la motivation, les travaux de Frédéric, donc ici que je cite, sont très intéressants. Et on a publié un chapitre de livre aussi dans le traité de réhabilitation psychosociale. Donc, des facteurs liés au contexte d'apprentissage qu'on pourrait peut-être transposer à la thérapie. Donc, on sait que les études plus scolaires montrent qu'établir des objectifs qui sont clairs, qui sont réalistes, la motivation va être plus grande. Faire des liens avec le quotidien. Je pense qu'en remédiation cognitive, lorsqu'on veut faire du transfert, faire des liens avec le quotidien, c'est quelque chose qu'on peut mettre encore plus de l'avant. Favoriser la cohésion du groupe, je pense que si on veut développer des interventions de groupe, donc ça peut être intéressant pour les jeunes, les pères, d'apprendre des autres. Encourager l'autonomie, donc montrer à l'adolescent qu'il peut décider qu'il y a une certaine part de responsabilité, tout le choix de ses objectifs personnels qui s'inscrit dans son projet de vie, comment avec la remédiation, on peut essayer de propulser, catalyser l'atteinte de ces objectifs-là. Utiliser la technologie, oui, avec les adolescents, je pense que c'est important, c'est dynamique, c'est intéressant.
Donc, je pense qu'on peut aller de l'avant. Parce que dans notre méta-analyse, ce qu'on a observé sur les 6 études, il y en avait 4, je crois, qui utilisaient des logiciels informatisés, par exemple ComMed, Capitaine Logs. Et dans les autres facteurs, il y a des facteurs liés aux tâches d'apprentissage, les reliés à la vie quotidienne, offrir un niveau de difficulté qui est intéressant. Parce que parfois, bon, ça peut être, on va dire, plate. Donc, on veut essayer de maintenir l'intérêt. Puis, il y a plusieurs études aussi au niveau de la remédiation, au niveau de la mémoire de travail, qui montrent toute l'importance de toujours avoir un bon niveau de difficulté si on veut voir des progressions. Donc, ça, c'est important, je pense, à garder en tête. Offrir des exercices qui sont variés, centrés sur l'adolescent, sur les objectifs, le plan, le projet de vie du jeune. Intégrer des jeux de rôle, je pense qu'on peut faire ça aussi en remédiation cognitive. Donc, on le fait avec le programme Circuit. Donc, 5 minutes, c'est bon, c'est bon. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu, peut-être pas tant convaincu parce que, bon, vous saviez quand même, mais les troubles de santé mentale sont prévalents chez les adolescents. Les jeunes adultes, ça se chronicise à l'âge adulte, ça ne disparaît pas quand on a 17 ans, même si parfois certains services peuvent s'arrêter, en tout cas au Québec particulièrement, des fois, on se retrouve dans la transition à la vie adulte qui est assez complexe. Donc, les troubles de santé mentale, ils sont présents, ils sont associés à des difficultés neuropsychologiques assez présentes tôt. Et il y a une fenêtre assurément importante, donc l'adolescence, début jeune adulte. Évidemment, moi, je me suis concentrée sur l'adolescence aujourd'hui, mais c'est une fenêtre importante pour intervenir de façon précoce. Toute la question des apprentissages. Donc, c'est important de faire des efforts en ce sens-là. Oui, peu d'études réalisées jusqu'à maintenant. Celles qui ont été réalisées ont une qualité méthodologique qui est satisfaisante. Donc, on peut tirer des conclusions avec quand même rigueur. Et donc, on peut avoir confiance aux données qui ont été réalisées, qui ont été obtenues jusqu'à maintenant. Peu d'études, donc d'autres travaux, je pense, qu'on devrait réaliser. Et toute l'importance de la personnalisation des traitements, donc qui est particulièrement importante. Peut-être que favoriser l'engagement, en tout cas, moi, je pense que c'est une variable clé qu'on doit mettre de l'avant. On doit repenser, de toute façon, lorsqu'on intervient avec les adolescents, on doit repenser la façon d'intervenir avec eux, de les soigner, de les accompagner. Donc, je suis très par et pour les jeunes, co-construire avec eux. Donc, pourquoi pas avec la remédiation aussi. Donc, voilà, moi, je voulais rapidement parler un peu de mes remerciements avec toute l'équipe de mon laboratoire N7, donc neuropsychopathologie cognitive, évaluation et traitement. Donc, c'est les étudiants, des professionnels de recherche que je supervise. L'équipe de Tilwax avec qui on a réalisé la méta-analyse. L'équipe CAP Rétablissement, donc la clinique Notre-Dame-des-Victoires à Québec, qui est une clinique premier épisode psychotique. C'est vraiment des chercheurs avec qui je travaille. Donc, Luc, qui nous apprend beaucoup et qui nous ressente souvent sur les priorités réelles dans le rétablissement des patients. Donc, ensuite, Amélie Achin, qui est spécialisée en cognition sociale, Annie Leblanc dans la décision partagée, Marie-France avec le veston rouge au niveau de la pharmacothérapie, Catherine Lehaut, qui est notre coordonnatrice de recherche, et Dr Marc-André Roy, qui est psychiatre, qui s'intéresse au rétablissement des jeunes adultes. Et les travaux ont été réalisés avec la chaire de recherche dont je suis titulaire, qui s'intéresse à la santé mentale des jeunes. Et je tiens toujours à remercier, à montrer mon équipe dynamique de recherche, donc Caroline, Elisabeth, et les Catherine, Andréane, Gabrielle, Audrey, Eva, donc qui sont mon personnel de recherche très motivé à essayer d'aider les jeunes, les adolescents aux prises qui composent avec des troubles de santé mentale. Donc voilà, c'est tout.